Bienvenue! Devant moi se trouve un Samsung Galaxy A57 et aujourd'hui, je vais vous montrer comment passer par le processus de configuration de cet appareil. Donc, lorsque vous l'allumez pour la toute première fois, vous devriez voir le même écran que moi, c'est-à-dire une liste de différentes langues, ainsi qu'une icône pour les appels d'urgence et aussi pour l'accessibilité. Commençons donc par l'accessibilité, car cela pourrait être très utile pour certains d'entre vous qui regardent cette vidéo. Et ici, nous avons des options comme Talkback qui, en gros, vous offre une utilisation complètement différente de l'appareil, où tout ce qui est sélectionné vous est lu à voix haute et vous faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas sur l'écran pour choisir l'option suivante, qui est toujours lue à voix haute. Vous appuyez 2 fois dessus pour la confirmer. Nous avons aussi d'autres options pour rendre l'écran un peu plus facile à voir. Ainsi, vous n'êtes pas obligé de dépendre uniquement de la lecture à voix haute de tout ce qui se trouve sur le téléphone. Donc, à la place, vous pouvez utiliser des options comme l'inversion des couleurs, les claviers à contraste élevé, le zoom de l'écran, la taille de la police, l'agrandissement ou encore la lecture à voix haute de la saisie au clavier. Et dans la section des améliorations supplémentaires pour la vision, nous avons beaucoup d'autres options comme les polices à contraste élevé, les claviers à contraste élevé, la mise en surbrillance des boutons, le contour relumineux. Je ne sais même pas ce que c'est. Inversion des couleurs, correction des couleurs, filtre de couleurs, réduction des animations, même si cela n'aide pas vraiment beaucoup, réduction de la transparence et du flou. Et puis, on retrouve à nouveau l'agrandissement, l'épaisseur du curseur. Je pense que cela concerne uniquement le mode bureau. La taille et la couleur du pointeur, la taille de la police, le zoom de l'écran, la lecture à voix haute des saisies clavier, etc. Donc certains de ces éléments se répètent ici. Vous pouvez donc utiliser n'importe lequel ou la plupart d'entre eux en même temps et trouver ce qui vous convient le mieux. À partir de là, nous pouvons revenir ici et cliquer sur ce bouton qui fait simplement défiler différentes choses, toutes sortes de messages de bienvenue différents, et ici, trouver la langue que vous souhaitez. Maintenant, l'anglais est déjà configuré, c'est la langue par défaut pour moi, donc je vais m'en tenir à ça. Mais vous savez quoi, si c'est écrit UK, je vais automatiquement le changer parce que, mon Dieu, je ne voudrais jamais être considéré comme faisant partie du Royaume-Uni. Ensuite, nous avons la connexion au réseau mobile. Maintenant, nous pouvons activer cette option pour une raison quelconque ou l'ignorer. Vous vous connectez au réseau mobile en insérant une carte SIM, ce que je pense avoir déjà fait. Donc, normalement, vous verriez peut-être un message « Insérez la carte SIM ici au lieu de ce que vous voyez actuellement », mais je vais simplement cliquer sur « Suivant », ce qui me présente la page de révision. Et nous avons le contrat de licence utilisateur final ainsi que l'envoi de données de diagnostic qui est optionnel. Donc, en aucun cas, vous ne devriez sélectionner cette option. Cet appareil est déjà trop cher, alors envoyer des données pour que Samsung puisse les monétiser est hors de question. Vous ne devriez pas faire cela. Vous n'êtes pas payé pour cela. Vous avez déjà payé plus que ce que vous auriez dû pour cet appareil. Donc, vos données restent telles qu'elles sont. Et au cas où Samsung déciderait d'ignorer complètement cela et de voler ces données, si cela venait à être prouvé et qu'il y avait une action collective, si vous avez refusé cela, vous pourriez en fait récupérer de l'argent. Quoi qu'il en soit, vous pouvez également cliquer sur cette flèche ici pour l'accord utilisateur et lire à quoi vous consentez réellement. Mais je ne vais même pas m'en préoccuper. Maintenant, vous avez aussi « Suivant » sur cette page juste ici, configuration facile avec un autre appareil. Alors, faisons apparaître l'autre appareil qui ne va pas s'afficher ici. D'accord. Et si je clique? D'accord, donc nous devons scanner ce code QR. Maintenant, je peux scanner n'importe quel type de code QR simplement en le survolant. Et si vous utilisez la caméra frontale, enfin pas la caméra frontale mais l'autre, et que vous cliquez dessus, cela utiliserait l'application Samsung prévue à cet effet ou vous y redirigerait. Cela pourrait potentiellement être utile car cela transfère tous vos comptes sur cet appareil. Ainsi, vous n'avez pas besoin de vous reconnecter à chacun d'eux, il vous suffit simplement de confirmer, par exemple, la correspondance du numéro ou l'écran utilisé sur l'appareil, ce qui rend la procédure très rapide et facile. Ici, nous avons maintenant la page de connexion au Wi-Fi.
Si ce téléphone est complètement neuf pour vous, tout juste sorti de la boîte, vous ne pourrez pas passer cette étape. Samsung vous oblige à vous connecter car il ne s'agit pas de votre configuration, mais de celle de Samsung. Vous allez tout configurer comme il le souhaite. Mais comme je l'ai déjà configuré une fois, je peux maintenant ignorer cette étape et en l'ignorant, je reçois ce message rapide m'indiquant que je ne pourrai pas ajouter d'eSIM à mon appareil car cela nécessite une connexion Internet. Je ne pourrai pas me connecter à Internet. Wow. Aucun réseau ne m'empêche d'avoir un réseau. Qui l'eût cru? Installez ensuite les mises à jour logicielles et utilisez la fonction de protection de l'appareil. Maintenant, le message affiché concernant les SIM ici est tout à fait correct. C'est exact et c'est utile. Le message « Connectez-vous à Internet » est du genre aussi évident que « l'eau, ça mouille ». Installez les mises à jour logicielles, ça aussi c'est correct. Activez la protection système, ça c'est un mensonge et je vais le prouver dans un instant. Ce que le message devrait vraiment indiquer et qui serait informatif pour vous, c'est que la date et l'heure seront réglées automatiquement. Vous ne pourrez pas vous connecter à votre compte Google et vous ne pourrez pas restaurer vos applications et données. C'est ce que vous obtenez habituellement sur Android et non pas ces conneries de Samsung qui essaient de vous piéger pour que vous vous connectiez au réseau afin de pouvoir ensuite vous forcer à créer un compte Samsung. Foutez-moi la paix. Donnez-moi l'information que je devrais avoir, comme celle-ci par exemple. Bref, je vais continuer. Ignorez ça. Samsung n'a pas jugé utile de vous en informer. Et regardez ça. Protégez votre téléphone. Je croyais que les fonctions de protection de l'appareil étaient désactivées si je ne me connectais pas au réseau. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, vous savez quoi? Accordons-lui le bénéfice du doute. Peut-être que si je mets en place quelque chose comme, disons, un modèle, cela m'empêchera de passer par là. Jusqu'ici, tout va bien. Continuez. Oups. Confirmé. Mais non, il semble que tout soit configuré sans avoir besoin de réseau. Waouh, regardez ça. Samsung a donc décidé de mentir. Quelle surprise. Il y a une Giga Corporation qui prend les utilisateurs pour des imbéciles. Qui l'eût cru? Bref, ensuite nous avons les services Google et voici. Je déteste ça. Nous avons donc activé l'utilisation de la localisation et l'autorisation de la numérisation. Je les regroupe tous les deux en même temps car si j'en éteins un, l'autre s'éteint aussi rapidement en passant par-dessus. Utilisez la localisation, autorisez les applications et les services disposant de l'autorisation de localisation à utiliser la localisation de l'appareil. La précision de la localisation utilise des informations sur les signaux sans fil tels que les points d'accès Wi-Fi, les antennes relais de réseau cellulaire et le GPS. Génial. Désactiver cette fonction ne signifie pas pour autant que vous ne vous connecterez plus au Wi-Fi, au GPS et aux autres systèmes de géolocalisation. Non. Cela signifie simplement que les applications qui le souhaitaient ne peuvent plus l'utiliser. Mais nous savons déjà que cela ne fonctionnera pas non plus, car ces applications agissent en secret pour y parvenir. Je veux dire, prenons l'exemple de Facebook. À chaque étape, ils enfreindront n'importe quel type de système. Ils enfreindront leurs propres conditions d'utilisation ou les vôtres et continueront malgré tout. Simplement, vous ne le saurez pas, car désormais ils devront le faire en secret. Donc, cela ne veut pratiquement rien dire, car les applications peuvent agir dans votre dos, même si vous leur avez explicitement interdit, et obtenir ces informations alors que vous êtes censé les bloquer. Et cela n'empêche pas non plus le téléphone de se connecter à eux et de partager votre position malgré tout. Donc c'est super. Passons maintenant à l'option « Autoriser la recherche ». Cela permet aux applications et aux services de rechercher des réseaux Wi-Fi et des appareils à proximité à tout moment, même lorsque le Wi-Fi ou le Bluetooth sont désactivés. Il y a maintenant deux choses à noter. Premièrement, les applications ignorent vos sélections et continuent de le faire dans votre dos, tout à fait légalement d'ailleurs. Deuxièmement, votre Wi-Fi et Bluetooth restent actifs même désactivés, car les applications peuvent toujours les utiliser. Si un service fonctionne alors qu'il est censé être coupé, est-ce vraiment désactivé? Si je n'ai pas d'essence dans ma voiture et que je peux rouler, est-ce que cela veut dire que je n'ai vraiment pas d'essence ou qu'il y en a en fait? Donc encore une fois, c'est juste encore plus de conneries ici. Et enfin, nous avons la maintenance de l'appareil. Donc, envoyer les données utilisateurs et de diagnostic. Maintenant, tout cela vient de Google.
Et cela, en gros, c'est une façon pour Google d'essayer d'obtenir vos informations personnelles, vos données d'utilisation, afin de pouvoir les vendre et les monétiser. Ou alors, il regroupe tout ça sous le prétexte d'améliorer votre expérience Android en envoyant automatiquement à Google les données de diagnostic et d'utilisation de l'appareil. Pourquoi? Vous n'êtes pas payé pour ça, alors pourquoi devriez-vous le faire? C'est dans l'intérêt de Google d'améliorer son service. Donc, vous seriez tenté de vouloir acheter un autre téléphone qui fonctionne sous Android. Ce n'est pas à vous de partager ces données. Vous n'en retirez rien, et Google, étonnamment, continue de battre des records de profit grâce à cela. Non, nous n'allons pas autoriser cela. Encore une fois, cela ne signifie potentiellement absolument rien, car Google fait ce que Google veut et vous ne possédez pas vraiment cet appareil. Et l'avantage ici, c'est que si jamais ils enfreignent la loi et que quelqu'un décide d'intenter un recours collectif, si vous avez simplement refusé cela, eh bien, vous faites partie du recours collectif, ce qui signifie que vous pouvez récupérer de l'argent, ce qui, encore une fois, si c'est possible, pourquoi s'en priver? Et ce n'est pas comme si vous perdiez quoi que ce soit s'il n'améliore pas l'appareil parce que vous l'avez désactivé. Et alors, franchement, on s'en fiche. La prochaine fois, vous passerez probablement à un iPhone. Quoi qu'il en soit, passons à la dernière et la plus flagrante option de Google, à savoir l'installation des mises à jour et des applications. Là, c'est un peu du chantage, en quelque sorte. Donc, cela vous oblige à sélectionner, accepter et continuer. Ce qui fait que, ce faisant, vous acceptez automatiquement que cet appareil puisse télécharger et installer automatiquement des mises à jour et des applications depuis Google. Donc, vous ne pouvez pas continuer sans accepter cela et si vous le faites, vous y consentez. Il n'y a aucun moyen de désactiver cela et de ne pas l'accepter tout en pouvant utiliser votre appareil, ce que je trouve absolument flagrant. Parce que cette partie spécifique ici donne à Google la possibilité de modifier les conditions d'achat après l'achat. Et pour commencer, afin de vous donner quelques exemples de ce genre de situation, regardons-en une qui s'est produite relativement récemment, à savoir Samsung. Oh, regardez-moi ça, la même entreprise, juste ici. Donc Samsung vendait un réfrigérateur haut de gamme assez cher, un réfrigérateur intelligent qui coûtait quoi? 3 000 $, mais il avait un bel écran, donc vous pouviez vous laisser des notes dessus et vous connecter au réseau. Et Samsung a décidé, après que les gens l'aient acheté des années plus tard, ils se sont dit « Attendez une minute, il se connecte au réseau et il a un écran. » Des pubs. Oui, mettons des pubs dessus. Oh, ça ne vous plaît pas? Tant pis pour toi, mon pauvre. Tu n'as rien à dire. C'est notre appareil et tu ne fais que le louer à plein tarif chez nous. Donc évidemment, les gens étaient plutôt furieux à ce sujet, et à juste titre. Je veux dire, un frigo à 3 000 $ t'affiche maintenant des pubs que tu ne peux pas désactiver. Ah, ça c'est vraiment dur à avaler, dans tous les cas. Ça c'est un exemple. Mais récemment, Google s'est aussi mis à adopter des pratiques monopolistiques et ils ont essayé en gros d'empêcher tout utilisateur d'Android comme celui-ci de pouvoir installer des applications ailleurs que sur le Play Store ou sur tout autre endroit qu'ils jugent acceptable. Donc, si une application provenait de GitHub, non, vous ne l'installerez pas à partir de là, à moins que le créateur ne nous ait versé une rançon. Et c'était là leur prétexte pour essayer de vous protéger en vous empêchant d'utiliser librement votre propre système d'exploitation ou votre propre appareil pour lequel vous aviez payé le prix fort. Ils seront les gardiens du portail, juste là. Tu n'as rien à dire, ça ne te plaît pas, tant pis pour toi. Ils sont là pour vous sauver de vous-même. Et c'est là que ça devient drôle, parce qu'ils n'arrêtent pas de se contredire à propos de ces conneries. Ils ont donc commencé par introduire ce système en expliquant qu'il visait à vous protéger contre l'installation d'applications malveillantes, car il y en a énormément. Et vous ne pourrez installer aucune application à moins que le développeur n'ait payé. Et si vous vous demandez aussi comment cela peut vous protéger des malwares, alors qu'un hacker ou le créateur d'une application malveillante pourrait simplement payer et vous permettre quand même d'installer cette application. Ouais, c'est un peu, vous voyez, un manque de réflexion à ce niveau-là. Mais pour continuer sur ce sujet,
Ils sont revenus sur cette logique et ont dit que, vous savez quoi, on ne va pas faire ça en 2026 au début. Et plus tard, ils sont revenus sur leur décision et ont dit « Oh non, en fait, on va vraiment le remettre en place, en espérant que tout le monde oublie. » Mais encore une fois, les gens n'ont pas oublié et ils ont déclenché un véritable tollé à ce sujet. Alors Google s'est dit « Ah, vous savez quoi? Non, en fait, nous avons trouvé un moyen de vous permettre d'installer des applications sans désactiver votre capacité à simplement installer n'importe quelle application juste en devenant TDS. » Mais vous savez quoi? Ils sont revenus sur leur décision 3 fois, ils ont changé d'avis 3 fois en l'espace d'environ 6 mois. Vous savez, je ne les crois plus maintenant. Et il y a une chose que vous pouvez faire pour éviter que cela ne se reproduise, c'est de supprimer les services de mise à jour OTA, qui sont un processus en arrière-plan fonctionnant sur votre appareil. C'est aussi ce qui a permis à Samsung d'ajouter des publicités à leur réfrigérateur sans que les gens n'aient jamais donné leur accord. Et c'est ce qui permet à Samsung ou Google d'installer n'importe quoi sur votre appareil à votre insu. Même lorsque vos mises à jour sont désactivées, les mises à jour des applications sont désactivées. Tant que vous avez une connexion Internet, cela sera poussé sur votre appareil à votre insu sans que vous le sachiez. Les services de mise à jour OTA sont responsables de cela. Et vous pouvez supprimer cette saloperie avec une application du Play Store qui vous permet de voir les processus en arrière-plan qui tournent sur votre téléphone, la trouver et la supprimer. Ce processus est aussi responsable de vous permettre de recevoir les correctifs de sécurité. Donc s'il y a une quelconque vulnérabilité, elle est corrigée par ce biais. Mais honnêtement, le fait qu'une entreprise puisse modifier le fonctionnement de mon appareil, même si je ne le souhaite pas après l'achat, je considère que c'est une vulnérabilité encore plus grande pour mon appareil. Donc, je vais supprimer cette saloperie moi-même sur mon Samsung. Bref, passons à la suite maintenant. Ensuite, nous avons les services Samsung, et assez drôle, le premier, bloqueur automatique. C'est quelque chose que Google voudrait en fait mettre en place, mais bon, Samsung l'a déjà fait et c'est un peu dans le même esprit que ce qu'ils essaient de faire, juste moins intrusif comparé à Google. Donc, cela vous empêche essentiellement d'installer des applications provenant de sources inconnues ou en gros de l'extérieur du Play Store ou de tout autre magasin d'applications. Donc, si cela vient d'Internet, vous devez généralement activer les sources inconnues, comme vous le faites sur chaque Android, ce qui est toujours le cas ici. Mais il s'agit là d'un niveau secondaire de ce genre de bêtises qui n'apparaît pas, contrairement aux sources inconnues qui vous redirigent vers l'endroit où vous pouvez désactiver cette option. Celui-ci ne le fait pas. Celui-ci ne vous indique pas, genre « Ah, tu sais quoi, désactive ça ». Et oui, normalement, tu pourrais juste cliquer ici pour être redirigé vers ce réglage afin de le désactiver rapidement. Non, là, tu dois le trouver toi-même. Maintenant, le message ici vous indique qu'il bloque les applications provenant de sources non vérifiées ou, en gros, de n'importe où ailleurs que des boutiques officielles. Donc, c'est comme si votre ordinateur Windows vous empêchait d'installer n'importe quelle application si elle ne venait pas du Play Store, du Microsoft Store, ce qui semble plutôt inacceptable. Donc voilà, ça fait 2. Quoi qu'il en soit, la prochaine chose, c'est le blocage des commandes via câble USB. Si vous avez déjà utilisé des câbles bon marché d'AliExpress que vous pouvez acheter, ils ont parfois une puce à l'intérieur et, en gros, lorsque vous les branchez pour charger votre appareil, ils vont charger un script sur votre appareil qui va en fait pirater votre appareil de toutes sortes de façons différentes. En fait, c'est plutôt une bonne chose ici. Mais je ne sais pas pour vous, mais moi je n'ai jamais utilisé de câble bon marché d'AliExpress. Je ne vais certainement pas trouver un câble au hasard qui traîne dans un bus et commencer à l'utiliser juste parce que je l'ai trouvé. Donc c'est plutôt un problème de compétence, je dirais. Et ensuite, il bloque les images malveillantes provenant des applications de messagerie. Encore une fois, vous ouvrez une image qui contient un certain type de malware envoyé par on ne sait qui ou par n'importe qui vous l'a envoyé. Ça ressemble juste à un problème de compétence. Je n'ai jamais reçu de malware via une application de messagerie et c'est aussi quelque chose dont l'application de messagerie elle-même devrait s'occuper. C'est leur responsabilité. Enfin, il y a les mises à jour logicielles non officielles et douteuses. Encore une fois, si vous installez vos mises à jour à partir d'un fichu lien en cherchant un lancement non officiel de GTA 6, vous savez que c'est un problème de compétence et il n'y a rien à faire pour vous.
Donc en général, j'aime bien désactiver cette option parce que la seule chose que je trouve utile ici, ce sont les commandes USB qui, pour moi, n'arrivent jamais à moins que ce soit moi qui les entre réellement. Mais tout le reste, c'est juste des trucs agaçants qui ne me concernent jamais personnellement. Et la chose que j'utilise le plus souvent, à savoir les onglets de sources non vérifiées, est justement celle qui m'énerve le plus. Donc cette option, je la désactive immédiatement. Nous avons d'autres choses comme les services de personnalisation et l'intelligence des données personnalisées. Oui, désactivons ça. Ça ressemble juste à une collecte de données supplémentaires. Donc au revoir, on le désactive et on peut passer à la suite. Choisissez votre mode d'affichage ou plutôt le thème, c'est-à-dire le mode clair ou sombre. Je vais rester sur le mode clair. Et voilà, on est pratiquement prêt. Donc accueil. Et c'est fini après toutes ces contrariétés. Donc, dans tous les cas, si vous avez trouvé cela très utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et merci d'avoir regardé.